That's Clint Eastwood's new film, Richard Jewell. All right. Your 38th film that you've directed. En coulisses, Clint Eastwood et Christina Cedera entretenaient une relation profonde et confidentielle. Elle était à ses côtés pendant près de 10 ans, lui prodiguant amour et compagnie loin des projecteurs. Cependant, la tragédie a frappé avec la mort de Cedera à l'âge de 61 ans, laissant Eastwood et ses proches dévastés. Qu'est-ce qui a causé sa mort prématurée? Comment le célèbre acteur gère-t-il cette perte déchirante? De nombreux fans réfléchissent à leur lien étroit alors qu'ils pleurent sa mort. Venez découvrir la vie de Christina Cedera, son lien avec Eastwood et les circonstances de sa mort prématurée. Début de vie. Pendant la Grande Dépression. Le 31 mai 1930, Clint Eastwood Jr. est né à San Francisco, en Californie. Sa mère, Ruth, occupait des postes de secrétaire tandis que son père, Clint Eastwood Sr., était ouvrier métallurgiste. Les nombreux déménagements de sa famille, dus à des difficultés financières, ont exposé Clint à différentes villes californiennes, de Sacramento à Oakland. Ces fréquents déménagements lui ont permis d'acquérir une grande flexibilité et une grande inventivité, des qualités qui ont fini par caractériser ses personnages à l'écran. En raison de son poids colossal de 5 kilos à la naissance, Eastwood fut surnommé Samson, car il était anormalement grand pour son âge. Malgré les difficultés de l'époque, il se passionna pour la nature et pratiqua fréquemment la randonnée, ce qui forgea son amour profond pour les westerns. Son enfance influença son esprit d'indépendance en lui enseignant que le travail acharné, et non les privilèges, était la clé du succès. Il bénéficierait grandement de cette ténacité à Hollywood, où les difficultés et le rejet étaient une monnaie courante. Année de lycée. Pendant ses études au lycée technique d'Oakland, Eastwood montra peu d'intérêt pour les études. Il avait un don naturel pour la musique, en particulier le piano, et était plus intéressé par des cours pratiques comme les cours d'atelier et de mécanique. Contrairement à de nombreuses célébrités hollywoodiennes, Eastwood était davantage un spectateur silencieux qu'un acteur dans les pièces de théâtre et les clubs de théâtre de l'école. Pourtant, il se distinguait déjà physiquement par sa taille imposante, 1,93 mâts, et son apparence bourrue. Malgré son manque d'intérêt pour l'école, Eastwood était débrouillard et autonome, acceptant fréquemment des petits boulots comme caddie, maître nageur et même bûcheron en Oregon. De plus, il manifestait un côté rebelle. Certains rapports ont avancé l'hypothèse qu'il aurait été renvoyé de l'école pour une raison non précisée, bien que cela n'ait pas été vérifié. Ses premières expériences professionnelles l'ont sans aucun doute endurci, lui donnant une éthique de travail ouvrière, même après son ascension à Hollywood. Service militaire. Eastwood fut recruté dans l'armée américaine en 1951, à l'âge de 21 ans, lors de la guerre de Corée. Cependant, il fut affecté à Fort Ord, en Californie, où il travailla comme maître nageur et professeur de natation, contrairement à nombre de ses camarades de classe déployés au combat. Grâce à cette mission, il put rester aux États-Unis, même si ce ne fut pas sans difficulté. Il enseigna aux soldats comment survivre dans l'eau, ce qui exigeait maîtrise de soi, tolérance et endurance. Il est intéressant de noter que son service militaire l'a involontairement préparé à sa carrière hollywoodienne. C'est lors de son service à Fort Ord qu'il rencontra des personnes ayant des contacts dans l'industrie cinématographique. Plus tard, ses relations lui ouvrirent les portes de nouvelles opportunités. Son attitude pragmatique et sa discipline militaire devinrent également des caractéristiques marquantes de son image à l'écran. Son passé militaire forgea son personnage calme, autoritaire et dur à cuire, qu'il incarne un policier ou un cowboy. La survie d'Eastwood à un accident d'avion dans l'océan Pacifique pendant son service militaire fut l'un des événements les plus dramatiques de sa vie. Il était passager à bord d'un bombardier Douglas AD-1 de la Seconde Guerre mondiale en 1951 lorsque l'avion, en panne de carburant, s'écrasa dans la mer près de Point Reyes, en Californie. Eastwood dut nager plus d'1,5 kilomètre à travers de puissants courants pour rejoindre le rivage après s'être échoué dans la mer glacée. Son courage et ses capacités de survie ont été mis à l'épreuve tout au long de cette horrible expérience. Cet événement l'a profondément marqué, renforçant son admiration pour la vie et sa capacité à garder son sang-froid face à la détresse. Le réalisme brutal qu'il a insufflé à ses films d'action, notamment dans les passages où ses protagonistes doivent survivre face à des obstacles insurmontables,
semble avoir été influencé par cet incident. Après réflexion, Eastwood a déclaré « Il faut faire ce qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup de temps pour s'inquiéter. » Nombre de ses rôles célèbres seraient caractérisés par cette idée. Entrée dans le métier d'acteur. Eastwood a temporairement fréquenté le Los Angeles City College après avoir quitté l'armée pour se lancer dans la composition musicale. Mais le destin avait d'autres projets. Il a rencontré Chuck Hill, assistant chez Universal Studios, alors qu'il travaillait comme moniteur de natation à Los Angeles. Chuck a reconnu le potentiel du jeune homme et lui a recommandé de tenter sa chance comme acteur. Les dirigeants ont critiqué le jeu rigide d'Eastwood et son langage anormalement serré lors de son premier essai à Universal. Son imposante prestance, cependant, a largement compensé son manque de raffinement. Les recruteurs furent attirés par sa belle mâchoire carrée, sa taille imposante et son regard perçant. Et en 1954, il signe un contrat avec Universal. Malgré le stéréotype initial du beau gosse, Eastwood savait qu'il devait se perfectionner. Il prit les cours de théâtre au sérieux et s'efforça d'améliorer son personnage et son jeu à l'écran. Il n'imaginait pas que cette rencontre fortuite le mènerait à devenir l'une des personnalités les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood. Premiers rôles au cinéma. Eastwood n'a pas connu un début de carrière glorieux. Il a fait ses débuts au cinéma dans des rôles mineurs et non crédités dans des films de série B tels que Tarantula, 1955, et La Revanche de la créature, 1955. À l'époque, son choix s'est principalement porté sur son physique plutôt que sur ses talents d'acteur. En 1956, il a même joué dans le western peu mémorable Star in the Dust, où il avait si peu de dialogue que la plupart des spectateurs ne l'ont même pas reconnu. Eastwood a exercé des métiers étranges, notamment creuser des piscines pour joindre les deux bouts, tout en peinant à se faire un nom à Hollywood. Pour apprendre progressivement les ficelles du métier, il a également travaillé comme petit acteur dans plusieurs séries télévisées. Ses premières années n'ont pas été faciles. Il a souvent essuyé des refus et, après quelques années, Universal l'a licencié pour manque de talent d'acteur. Mais au lieu d'abandonner, Eastwood a pris ce revers comme une inspiration. Il a involontairement ouvert la voie à sa percée à la télévision en recherchant activement de meilleurs emplois et en essayant de peaufiner son personnage à l'écran. Trilogie de l'homme sans nom. Le genre western a été indélébilement modifié par l'interprétation par Eastwood du mystérieux pistolero dans la trilogie du Dollar de Sergio Leone. Il prit un risque en acceptant le rôle de Pour une poignée de dollars, 1964, car ce film à petit budget ne lui rapportait que 15 $ et les acteurs hollywoodiens détestaient les western spaghetti. Mais l'attitude stoïque, la brutalité élégante et le réalisme brut d'Eastwood firent de ce film un succès inattendu. Le film suivant consolida sa réputation de célébrité mondiale avec Pour quelques dollars de plus, 1965, et Le Bon. La Brute et le Truand, 1966. Les personnages emblématiques d'Eastwood, Intensité silencieuse, Cigar et Poncho, sont devenus emblématiques. Contrairement aux héros western traditionnels, son personnage, l'homme sans nom, était moralement douteux et ne constituait pas un héros clairement défini. Les célèbres bandes originales d'Ennio Morricone, qui accentuaient l'action et la tension, ont été entendues pour la première fois dans ses films. À la fin de la trilogie, Eastwood était une véritable célébrité hollywoodienne, et pas seulement un acteur de télévision. En 1967, Eastwood était mécontent de la gestion de sa carrière par les autorités hollywoodiennes. Déterminé à prendre les choses en main, il créa Malpaso Productions, dont le nom vient d'une expression espagnole signifiant « mauvais pas », en réponse à ceux qui remettaient en question son choix. Il disposait désormais d'une totale liberté créative, lui permettant de sélectionner les réalisateurs, les personnages et les scénarios qui correspondaient à son style. L'intuition d'Eastwood était juste, comme en témoigne le succès de son premier film. Pendez-les haut et court, 1968. Presque tous ses films, dont L'inspecteur Harry, 1971, Le banni à Josie Wales, 1976, et Impitoyable, 1992, furent ensuite produits par la société. Eastwood a fait de Malpaso l'une des sociétés de production indépendantes les plus prospères d'Hollywood, contrairement à de nombreux artistes qui dépendaient des studios. D+.
Cela lui a permis d'expérimenter de nouvelles choses, ce qui a contribué à son développement en tant que cinéaste. Malpasso reste une figure importante des décennies plus tard, prouvant que prendre des risques finit par payer. Début de réalisateur. Nombreux sont ceux qui se demandent si un acteur aussi dur qu'Eastwood aurait pu être. Réalisateur lorsqu'il a pris la caméra dans Play Misty for Me 1971. Néanmoins, son sens aigu du cinéma s'est manifesté dans ce thriller psychologique où un animateur radio, interprété par Eastwood lui-même, est traqué par un admirateur obsédé. Le film a été salué pour son réalisme déconcertant et sa tension, et a été un succès commercial et critique. Play Misty for Me, à la différence des thrillers conventionnels de l'époque, explore la profondeur psychologique, témoignant de la capacité d'Eastwood à écrire des récits émotionnellement nuancés, fidèle à son amour de la musique. Il prend également des risques artistiques en employant des méthodes de montage non conventionnelles et une bande-son sombre aux accents jazz. Son premier film, couronné de succès, lui ouvre les portes d'une brillante carrière de cinéaste. Contrairement à de nombreux acteurs devenus cinéastes, Eastwood connote le succès et remporta plusieurs Oscars. En plus de mettre en valeur ses talents de réalisateur, ce film lui ouvrit la voie vers le cinéma d'auteur. Eastwood devint une superstar du cinéma d'action en incarnant l'inspecteur, Harry Callahan dans L'Inspecteur Harry, 1971. Le film de Don Siegel a fait découvrir aux spectateurs un nouveau type de policier qui n'avait pas peur d'enfreindre la loi pour appréhender les criminels. Le slogan de Harry, « Est-ce que je me sens chanceux? Êtes-vous un punk? » est devenu l'une des citations les plus fréquemment citées de l'histoire du cinéma. Le Justice, façon justicière, du film a suscité la controverse. Certains commentateurs l'ont qualifié de fasciste. Néanmoins, les spectateurs ont apprécié cet enquêteur coriace qui ne respectait pas les règles. Magnum Force, 1973. The Enforcer, 1976. Sudden Impact, 1983. Et Deadpool, 1900. 80 furent les 4 films qui suivirent le succès de l'Inspecteur Harry. L'image de dur à cuire d'Eastwood s'est renforcée à chaque film, ce qui a également influencé les innombrables films d'action qui ont suivi. Malgré le succès de la série, Eastwood a finalement abandonné, refusant de reprendre le rôle après Deadpool. Il a estimé qu'il valait mieux retirer Harry Callahan avant que le personnage ne devienne un stéréotype. En 1976, Eastwood souhaitait réaliser un autre western, mais souhaitait un film plus profond. Ce projet s'appelait Josie Wales, hors-la-loi. Dans ce film, Eastwood incarnait un fermier du Missouri devenu hors-la-loi en représailles après que des soldats de l'Union ont tué sa famille. Le film a été salué pour sa narration profonde, ses personnages nuancés et sa photographie époustouflante. Il a été un triomphe critique et financier, contrairement à l'interprétation d'Eastwood, une bandite solitaire, dans la trilogie du dollar. Josie Wales y incarne un personnage plus complexe, développant des relations improbables avec les Amérindiens et les colons. D+. Il s'agissait d'un projet personnel pour Eastwood, qui a repris la réalisation après une brouille avec Philip Kaufman, le réalisateur initial. Les thèmes du film, le survey, la vengeance et l'expiation, ont touché une corde sensible chez les spectateurs, renforçant la réputation d'Eastwood en tant que réalisateur sérieux. Même après plusieurs décennies, Josie Wales hors-la-loi est toujours considéré comme l'un des plus grands westerns jamais produits. Poursuite musicale. Bien que ses films soient son œuvre la plus connue, beaucoup de gens ignorent qu'Eastwood est également un musicien talentueux. Apprendre à jouer du piano seul dès son plus jeune âge a éveillé sa passion pour la musique. Plus tard, il s'est passionné pour le jazz et la musique classique et s'est souvent produit discrètement dans des lieux modestes. Eastwood prend la musique au sérieux, contrairement à d'autres acteurs qui la pratiquent comme un passe-temps. Il a composé la musique de plusieurs de ses films, comme Million Dollar Baby, 2004, et Mystic River, 2003, mêlant récits poignants et mélodies délicates et inquiétantes. Bird, un film biographique de 1988 sur le saxophoniste de jazz Charlie Parker, témoigne de la profonde admiration d'Eastwood pour les artistes de jazz. Dans les années 1960, Eastwood a composé des musiques de films et a enregistré un album intitulé Clint Eastwood, Cowboy Favorites, où il a mis en valeur sa douce voix de baritone. Français. Même s'il n'a jamais fait carrière dans la musique, celle-ci joue un rôle important dans sa vie.
démontrant que ses capacités créatives vont bien au-delà du grand écran. Engagement politique. Beaucoup ont été surpris lorsqu'Eastwood s'est présenté à la mairie de Carmel by the Sea, en Californie, une petite ville charmante bien connue pour sa communauté artistique. En 1986, Eastwood a mené une campagne pour réduire les restrictions contraignantes parce qu'il était frustré par la bureaucratie qui empêchait les résidents d'entreprendre des modifications essentielles à leur domicile. Malgré sa réputation hollywoodienne, il a abordé ce poste avec dévouement et a remporté l'élection haut la main. Durant ses 2 années au pouvoir, il a encouragé les entreprises locales, modernisé les infrastructures publiques et levé les restrictions qui limitaient la vente de glace dans la ville. Une victoire apparemment insignifiante mais symbolique. Eastwood a prouvé qu'il était plus qu'une star de cinéma en prenant son rôle au sérieux. Contrairement à de nombreuses célébrités qui utilisent la politique comme un argument marketing. Son engagement politique a consolidé sa réputation d'homme d'action, tant à l'écran qu'en dehors, même s'il ne s'est pas représenté aux élections. Il a conservé ses convictions politiques, ce qui a fait de lui une personnalité hollywoodienne unique, admiré de tous bords politiques pour son style direct et simple. Avec Impitoyable, 1992, un film qui défiait les clichés classiques du western. Eastwood a redonné vie au genre western, largement disparu au début des années 1990. Impitoyable a révélé la dure réalité de la violence et du pardon plutôt que de présenter les pistoleros comme des héros héroïques. Eastwood a livré l'une de ses performances les plus nuancées dans le rôle du hors-la-loi à la retraite, William Money. Contraint de retourner au combat, avec 4 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Eastwood. Le film a changé la donne. Ce fut aussi un triomphe personnel, car il avait attendu près de 20 ans pour incarner le tireur âgé. Impitoyable démontrait qu'Eastwood était plus qu'une simple star de film d'action. C'était un cinéaste sérieux, capable d'analyser le genre qui l'avait rendu célèbre. Roger Ebert a qualifié le film de meilleur western des 25 dernières années, et d'autres ont loué son réalisme et sa profondeur émotionnelle. Million Dollar Baby, sorti en 2004, a défié les attentes en devenant l'un des drames de boxe les plus marquants d'Eastwood. Au fil de l'intrigue, Eastwood, entraîneur de boxe chevronné, accueille à contre-cœur une jeune boxeuse motivée, Hilary Swank. Ce qui avait commencé comme un film sportif s'est transformé en une histoire tragique sur la ténacité, le deuil et les dilemmes moraux. Eastwood a remporté 2 Oscars supplémentaires, celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur, grâce à sa mise en scène simple, qui a permis aux interprétations brutes de prendre le dessus. Son interprétation de l'entraîneur chevronné a également été saluée par la critique, démontrant sa capacité à allier sensibilité et sévérité. Le public a été stupéfait par la conclusion bouleversante et poignante du film, prouvant qu'Eastwood n'avait pas peur de prendre des risques. Il est intéressant de noter qu'Eastwood a également écrit la bande originale du film, démontrant ainsi sa polyvalence. Il a démontré une fois de plus avec Million Dollar Baby qu'il était encore capable de réaliser des films profondément poignants et acclamés par la critique dans les dernières étapes de sa carrière. Gran Torino, dans le rôle de Walt Kowalski, un vétéran coréen coriace qui a du mal à s'adapter à un environnement changeant. Eastwood a donné l'une de ses meilleures performances dans le film de 2008, Gran Torino. Bien que l'intrigue du film, celle d'un vieux mécanicien automobile qui se lie d'amitié avec un petit garçon Hmong, paraisse simple, ses thèmes plus profonds de préjugés, d'expiation et de sensibilisation culturelle le distinguent. Le fait que Gran Torino soit le premier rôle d'Eastwood depuis Million Dollar Baby, 2004, ajoute à son caractère unique et laisse penser que ce sera sa dernière apparition à l'écran. Mais il a démontré qu'il possède toujours le charisme et la ténacité qui ont fait de lui une légende. L'un de ses films les plus rentables. Il a rapporté plus de 270 millions de dollars dans le monde. L'expression « quitte mon jardin » est immédiatement devenue une référence à la culture populaire, démontrant qu'Eastwood pouvait encore se forger un personnage mémorable à la fin de la soixantaine. Le mélange d'humour, de passion et de critique sociale du film lui a valu une place parmi ses meilleurs films. Relation avec Sandra Locke, lors du tournage de Josie Wales. Hors la loi, en 1975. Eastwood rencontre l'actrice Sandra Locke et tombe immédiatement amoureux.
Ils forment l'un des couples les plus célèbres d'Hollywood pendant les 14 années suivantes, jouant ensemble dans plusieurs films comme Sudden Impact, 1983, Every Which Way But Loose, 1978 et The Gauntlet, 1977. Leur relation est cependant loin d'être idéale. Dans son livre, Locke révèle que leur relation était tumultueuse, marquée par des secrets et des problèmes de contrôle. Leur vie personnelle et professionnelle étaient étroitement liées, même s'ils n'ont jamais été mariés. Leur séparation en 1989 a déclenché une bataille juridique controversée et largement médiatisée. Locke accusa Eastwood d'avoir ruiné sa carrière de réalisatrice et porta plainte pour fraude contre lui. Même si l'affaire fut finalement réglée à l'amiable, leur rupture resta l'une des plus controversées d'Hollywood. Malgré cette fin mouvementée, Locke influença incontestablement la vie et l'œuvre d'Eastwood, marquant une période cruciale de sa vie personnelle. Partenaire de longue date, Christina Sandera. Christina Sandera, une hôtesse de restaurant loin des projecteurs hollywoodiens, est la femme avec laquelle Eastwood a commencé à sortir en 2014. Leur histoire d'amour était très intime, contrairement à ses précédentes relations très médiatisées. Mais lors des rares occasions où ils apparaissaient ensemble, comme aux Oscars, la présence de Sandera était réputée pour avoir un effet apaisant et constructif sur Eastwood. Sandera, réputée pour sa stabilité, a donné à Eastwood une certaine stabilité dans ses dernières années. Selon ses proches, Sandera l'accompagnait fréquemment lors de sorties informelles plutôt que dans les soirées hollywoodiennes fastueuses, ce qui témoigne d'une relation décontractée. L'amitié prévalait au lieu des drames publics, des procès ou des scandales comme dans ses relations passées. Eastwood, qui avait connu plusieurs mariages et divorces, voyait en Sandera une source de bonheur paisible. Selon les amis du couple, elle était l'une des rares à pouvoir le faire rire et apprécier les petits plaisirs de la vie. Décès tragique de Christina Sandera. Christina Sandera est décédée le 18 juillet 2024, à l'âge de 61 ans, des suites d'une crise cardiaque provoquée par une maladie coronarienne athéroscléreuse et une arythmie cardiaque. Eastwood, qui avait trouvé du réconfort dans leur relation durant ces dernières années, a été dévasté par sa disparition inattendue. Connu pour son silence, Eastwood n'a fait aucune déclaration publique à son sujet, mais ses proches affirment qu'il est profondément attristé. Il avait subi plusieurs pertes à l'âge de 94 ans, mais la mort de Sandera a été particulièrement dévastatrice, car elle lui avait toujours tenu compagnie. Les fans, dont beaucoup avaient apprécié leur amour discret mais durable, ont été attristés par la nouvelle de son départ. Contrastant fortement avec les drames qui l'entouraient durant ses premières années, sa relation avec Sandera était empreinte de sérénité, contrairement à ses relations précédentes, qui faisaient souvent la une des journaux. Avec l'âge, les souvenirs de Sandera jouaient un rôle important dans la vie d'Eastwood. La grande famille d'Eastwood, en plus d'être une légende hollywoodienne. Clint Eastwood est le père de 8 enfants issus de relations diverses. L'acteur Scott Eastwood, la mondaine Francesca Eastwood, le musicien Kyle Eastwood et l'actrice-réalisatrice Allison Eastwood font partie de sa progéniture. Eastwood est resté proche de nombre de ses enfants, dont certains ont poursuivi une carrière dans le divertissement, malgré son passé amoureux compliqué. Scott est devenu une star montante du cinéma d'action. Allison est réalisatrice et Kyle joue du jazz. Il est intéressant de noter qu'Eastwood n'a rencontré Laurie Marie, Phil, qu'à l'âge adulte. Après avoir découvert l'identité de ses vrais parents, elle a repris contact avec Eastwood, qui l'a accueilli comme un membre de sa famille. Elle avait été placée en adoption dès sa naissance. Malgré ses rôles de personnage robuste et indépendant à la télévision, Eastwood est un véritable père de famille. Il soutient régulièrement les talents de ses enfants et assiste à leurs avant-premières, démontrant ainsi que sa célébrité hollywoodienne n'a pas éclipsé son rôle de parent. Relation avec Frances Fisher, l'actrice Frances Fisher, qui deviendra célèbre pour avoir incarné la mère de Rose dans Titanic, 1997, a commencé à fréquenter Eastwood à la fin des années 1980. Ils formaient un couple puissant à Hollywood car, contrairement à ses autres relations, Fisher était une actrice sérieuse menant une carrière florissante. Leur fille, Francesca Eastwood, est née en 1993. Malgré la fin de leur relation,
Ils ont coéduqué leur fille sans les disputes publiques qui caractérisaient certains des précédents partenariats d'Eastwood. Grandissant sous les feux des projecteurs, Francesca adoptait fréquemment son célèbre nom de famille lors de ses apparitions dans des émissions de télé-réalité et des films. Fisher et Eastwood sont restés proches et étaient souvent aperçus ensemble lors des activités de leur fille. Son partenariat avec Fisher a montré qu'Eastwood avait grandi et appris à entretenir sa famille tout en gardant ses affaires personnelles secrètes, contrairement à ses séparations précédentes, qui étaient souvent difficiles. L'amitié d'Eastwood avec Morgan Freeman. L'une des amitiés les plus durables à Hollywood est celle entre Morgan Freeman et Clint Eastwood. Lorsque Freeman a incarné le fidèle acolyte d'Eastwood, Ned Logan, dans Impitoyable 1992, leur connexion à l'écran a d'abord captivé les spectateurs. Leur collaboration s'est poursuivie avec le film acclamé Million Dollar Baby 2004, dans lequel les deux acteurs étaient à l'affiche. Freeman a souvent salué la mise en scène d'Eastwood en dehors de l'écran, la qualifiant de décontractée mais remarquablement efficace. En réponse, Eastwood a salué Freeman comme l'un des meilleurs acteurs avec lesquels il ait jamais collaboré. Leur lien perdure, contrairement à de nombreuses amitiés hollywoodiennes qui s'estompent avec le temps. Freeman assiste fréquemment aux avant-premières d'Eastwood et soutient ouvertement son travail. Les deux artistes aiment raconter des histoires et discutent souvent ensemble de projets et de scénarios. Bien que rien n'ait abouti, ils plaisantent même sur le fait de travailler ensemble sur un troisième film. Ils sont devenus l'un des couples les plus adorés d'Hollywood grâce à leur respect et leur affection mutuelle, démontrant que des liens forts peuvent perdurer, même dans l'industrie impitoyable du cinéma. L'amour du golf de Clint Eastwood est presque aussi célèbre que sa filmographie. Contrairement à de nombreux acteurs qui le considèrent comme un simple passe-temps. Il est même propriétaire du Tahoma Golf Club à Carmel, en Californie, un parcours réputé pour son exclusivité et ses vues imprenables. Eastwood a plaisanté sur le fait que, outre la réalisation, le golf est la seule activité qui le détend. Il a également réalisé la manœuvre de Heimlich pour sauver un joueur de l'étouffement lors d'une compétition, démontrant ainsi que son courage ne se limite pas au grand écran. Pour Eastwood, le golf est une question de stratégie et de tranquillité d'esprit, pas seulement de compétitivité. Il l'a souvent comparé au cinéma, affirmant que tous deux exigent une persévérance, précision et perspective à long terme. Le tristement célèbre discours sur la chaise. Lors de la Convention nationale républicaine de 2012, Clint Eastwood a prononcé un discours improvisé destiné à une chaise vide représentant le président de l'époque, Barack Obama. Ce fut l'un des moments les plus surprenants de sa carrière et, initialement destiné à critiquer la politique gouvernementale, le discours a rapidement pris de l'ampleur et est devenu un phénomène viral du jour au lendemain. Certains spectateurs ont trouvé cela drôle et ferme, tandis que d'autres l'ont trouvé étrange et inintelligible. Le Eastwooding, qui consiste à parler à une chaise vide, est devenu une mode passagère en ligne, les réseaux sociaux débordant de réactions. Même les humoristes de fin de soirée s'en sont donnés à cœur joie. Eastwood a ensuite défendu son discours, affirmant qu'il s'amusait simplement et exprimait ses opinions de manière originale, malgré les réponses contradictoires. Quelles que soient les opinions politiques, l'incident a démontré qu'Eastwood pouvait encore capter l'attention, susciter la controverse et retenir l'attention du public à 82 ans. L'influence d'Eastwood sur les westerns. Clint Eastwood a redéfini les westerns, et pas seulement y jouer. Dans les années 1950, les héros aux traits nets dominaient le genre, mais Eastwood offrait au public une représentation plus crue et éthiquement nuancée du cowboy. Dans la trilogie du Dollar de Sergio Leone, il incarnait l'homme sans nom, un anti-héros silencieux et brutal qui transformait le stéréotype du western. Des films comme L'homme des hautes plaines, 1973, et Josie Wales, Hors la loi, 1976, ont consolidé sa réputation d'acteur parmi les plus talentueux de western. Cependant, l'influence d'Eastwood s'est étendue au-delà de sa carrière de premier plan. Ses efforts de mise en scène ont donné au genre une nouvelle dimension de réalité. Le concept du pistolero héroïque a été démantelé dans Impitoyable, 1992, qui présentait la violence comme cruelle et impitoyable plutôt que séduisante. Eastwood a veillé à ce que les westerns perdurent même si leur popularité déclinait.
Quentin Tarantino fait partie des nombreux réalisateurs contemporains qui ont reconnu en lui un contributeur majeur à la survie du genre. Son rôle dans L'Évadé d'Alcatraz, le film de 1979. L'Évadé d'Alcatraz, basé sur l'histoire vraie de Frank Morris et de son audacieuse tentative d'évasion de la célèbre prison, mettait en vedette Clint Eastwood. Ce film a été salué pour son souci du détail, soulignant la patience et l'intelligence nécessaires à l'évasion, contrairement à de nombreux films d'action sur les évasions de prison. Eastwood a interprété Morris avec subtilité et captivation. Son calme et sa détermination conféraient au personnage un caractère à la fois étrange et attachant. L'évasion réelle a renforcé le mystère du film, toujours considéré comme l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle. Morris et ses complices ont-ils survécu ou ont-ils péri dans les eaux dangereuses qui entouraient Alcatraz? Ce fut un immense succès et est considéré comme l'un des meilleurs films d'évasion de prison jamais produits. Il a démontré une fois de plus le talent d'Eastwood pour transposer des histoires vraies au grand écran de manière captivante et provocatrice. Carrière comique inattendue. Connu pour son attitude de dur à cuire, Clint Eastwood a surprise les spectateurs en s'essayant à la comédie dans Every Which Way But Loose, 1978. Dans le film, il incarne un combattant à main nue qui parcourt le pays avec son orang-outan de compagnie, Clyde. L'humour pince sans rire d'Eastwood et l'idée étrange ont contribué à un succès inattendu au box-office. Le public a adoré le film malgré les critiques mitigées, et il est devenu l'une des productions les plus rentables d'Eastwood. Grâce à sa popularité, une suite, intitulée Any Which Way You Can 1980, a été réalisée et a rencontré le même succès. Peu de gens s'attendaient à voir Eastwood s'en prendre à un singe qui volait des plans en arrière-plan. Mais cela a fonctionné. La popularité de ses films a même choqué Eastwood. Sa brève incursion dans la comédie a démontré sa polyvalence, même s'il est finalement revenu à des rôles plus sérieux. Elle a également démontré que même le cow-boy le plus coriace d'Hollywood n'hésitait pas à se moquer de lui-même. Reconnaissance aux Oscars. Clint Eastwood a mis longtemps à remporter un Oscar. Malgré des décennies de succès, il n'a remporté ses premiers Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur qu'en 1992 avec Impitoyable. Les critiques et les spectateurs ont été captivés par l'interprétation révisionniste du genre western du film, qui a établi Eastwood comme un cinéaste et un acteur sérieux. 12 ans plus tard, il a accompli